Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous, très bon dimanche de printemps. Maintenant que les masques commencent à tomber en extérieur un petit peu, on va pouvoir profiter du printemps. Et quand le soleil brille, on peut commencer à tendre le museau sans risquer le bronzage Covid. Oui, le bronzage Covid, l'équivalent d'un bronzage bikini, mais sur la figure. Plus de masques, plus de traces. Vive le bronzage intégral du nez et le retour des taches de rousseur. Allez, pour être plus sérieux, ce mois de mai, fête du renouveau, de la renaissance, des jours qui s'allongent, de la verdure, des petits oiseaux. Eh bien, on le célèbre à table en suivant la saison. Petite pousse verte, étendre, asperges, petits pois, oignons nouveaux, herbes fraîches, que sais-je. Et au moment du dessert, la petite reine du mois de mai, la fraise. Un goût d'enfance, réminiscence, un goût de printemps, un fruit qui fait l'unanimité, ou presque. Alors, c'est un produit très désiré, en tout cas, suffisamment important dans notre imaginaire gourmand pour que je lui consacre l'émission d'aujourd'hui. Allez, pendant 1 heure, je ramène ma fraise. Et je ne suis pas le seul. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Pour en parler ce matin, je recevrai des spécialistes de la fraise, toutes professions confondues, des amoureuses et des amoureux de cette fraise, en commençant au téléphone. Depuis sa belle région Aquitaine, par Xavier Mas qui est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Mas qui est fraisiculteur, on dit comme ça d'ailleurs ? Tout à fait, fraisiculteur. Ah oui, c'est l'appellation. Fraisiculteur et président de Fraises de France, qui est Fraises de France, alors, ou AOPN, c'est-à-dire un groupement de producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme AOPN ? Alors, AOPN, ça veut dire précisément l'Association des organisations de producteurs. C'est un regroupement en fait de plusieurs coopératives qui sont à peu près sur l'ensemble du territoire. D'accord. Et vous, alors, vous êtes à Saint-Sardos, vous êtes donc, comme je disais, exploitant, vous faites de la fraise, vous êtes aux confins du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, quoi, vraiment en Nouvelle-Aquitaine. C'est ça, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Alors maintenant, certes, qui est beaucoup plus vaste qu'auparavant. Oui. Oui, ça remonte plus haut, c'est sûr. C'est ça. Donc... Mais ça a toujours été un terroir de la fraise, ce Lot-et-Garonne et la Dordogne. Tout à fait. Historiquement, c'est le principal bassin de production en France de fraises. Oui. D'accord. Et quels sont les autres grands bassins pour situer un peu où se trouvent les fraises en France ? Alors les fraises en France, elles se trouvent à peu près sur tout le territoire. Alors c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne et en Lot-et-Garonne plus précisément, on produit à peu près la moitié de la production française. Sur nos 2 départements. Oui. Mais après, on en trouve en Val-de-Loire, en Bretagne, bien sûr, avec Plougastel. Et oui. Dans le Nord, dans l'Est, en Rhône-Alpes, en PACA et en Roussillon. En fait, on cultive de la fraise sur l'ensemble du territoire à des périodes différentes, bien sûr. Oui. Alors, sur l'ensemble du territoire. Xavier Mas, vous dites Plougastel, bien sûr. C'est vrai que la fraise de Plougastel, ça sonne à l'oreille de ceux qui nous écoutent. Il faut rappeler un petit point d'histoire. Monsieur Fraisier, grand navigateur et botaniste du XVIIIe siècle, rapporte la fraise d'Amérique du Sud, grosso modo. Tout à fait. Et il l'installe chez lui. Et lui, il était breton, de la région de Plougastel. C'est ça, Monsieur Fraisier était effectivement breton et c'est lui le premier qui a ramené la fraise sur notre continent. Ouais. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Fraisier, mais ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit F-R-E-Z-I-E-R. C'est ça, mais vos informations sont très justes. Attendez, on a bossé le sujet depuis longtemps, depuis que je suis gamin, figurez-vous. Alors, avant de parler de la production de fraises, et notamment cette année, Xavier Mas, je voudrais là aussi révéler un point de botanique important. La fraise, on dit que c'est un fruit rouge. Non. C'est un faux fruit, la fraise. On peut dire que c'est un faux fruit parce qu'en fait, c'est un sac de chair, cette fraise. Et en fait, le fruit, c'est chacun des petits points jaunes qu'on voit à la surface. Ce sont les akènes, effectivement. Le vrai fruit du fraisier, ce sont les akènes, ce sont les petites graines qu'on voit en surface du fruit. Ouais. Et qui restent entre les dents parfois quand on a mangé des fraises. C'est ça, c'est tout ce qui fait le charme du fruit d'ailleurs. Moins que la framboise, notons-le quand même, parce que le petit pépin de framboise, il est plus résistant que celui de la fraise.
Bien sûr. Alors vous êtes tombé dans la fraise très tôt. Vos parents étaient déjà exploitants agricoles. Comment est-ce que vous êtes venu à la fraise, Xavier Mas? Alors, mes parents, effectivement, cultivaient la fraise depuis les années 70. Oui. Donc, effectivement, j'y ai baigné depuis tout petit. Oui. Ensuite, bon, j'ai fait des études dans un lycée agricole et effectivement, m'est venue la passion depuis très jeune, quoi. Bon. Donc, je me suis spécialisé sur le fraisier dans mes études. Oui. Et ensuite, lorsque je me suis installé, bien sûr, après, on a fait évoluer les systèmes de production, mais on a continué effectivement à cultiver et à développer la fraise sur l'exploitation. Jusqu'à être le président de Fraises de France, donc un peu le patron de la fraise en France. C'est très bien d'ailleurs. Reste modeste quand même. Oui, non mais bon, il faut le dire quand même. Hein. Vous connaissez le sujet par cœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le plaisir de vous avoir ce matin dans l'émission. Xavier, qu'est-ce qu'elle a de plus, la fraise de France? Parce que évidemment, je fais toujours le parallèle avec l'olive et l'huile d'olive. Hein. Les Espagnols nous abreuvent et nous couvrent de fraises venant de la région d'où elle va, hein, en général, et puis pas seulement, hein, du sud de l'Espagne. Pourquoi est-ce que la fraise française est meilleure? Alors, elle est meilleure parce que depuis maintenant plus de 30 ans, Oui. les organisations professionnelles qui se sont succédées, et puis là, je dois rendre hommage à mes prédécesseurs en tant que responsables professionnels, ont adopté une stratégie qui a été de dire, effectivement, au début des années 90, on a été submergé par la fraise d'importation espagnole. Oui. Et ça a été de dire, si on reste sur le même créneau variétal et les mêmes variétés que produisent nos homologues espagnols, clairement, en termes concurrentiels, on n'était pas compétitifs. Bien sûr, bien sûr. Donc là, la stratégie, et qui est toujours aujourd'hui d'actualité, ça a été de dire, écoutez, on va se différencier et offrir quelque chose de différent aux consommateurs. Oui. Et ça, c'est passé par une stratégie variétale bien différenciée par rapport aux produits d'importation. Et on cultive maintenant depuis plus de 30 ans des variétés de type, la plus connue bien sûr c'est Garriguette, mais il y en a d'autres. La Garriguette parce que c'est la première, c'est celle du retour à la fraise chaque année. C'est ça, c'est une variété, il faut savoir qu'il y a plus de 40 ans. Oui. Maintenant, la Garriguette, elle a plus de 40 ans. Alors ses caractéristiques, c'est que effectivement, au goût, de suite on la reconnaît. Hein. Elle a une autre caractéristique que les consommateurs ne peuvent pas connaître forcément, c'est que elle est déjà plus fragile, mais ça, on s'en rend compte, mais elle est beaucoup moins productive que des variétés de type californienne. D'accord. Et ça, c'est quand même un handicap pour nous, mais globalement, on arrive à mieux la valoriser, donc c'est quand même... voilà. Ça veut dire qu'on est déjà dans le moins mais mieux avec les fraises que vous choisissez, en quelque sorte. C'est ça. Xavier, vous citez la Garriguette, évidemment il y en a d'autres, et puis on va en parler au cours de l'émission. Mais vous me dites, on a fait le choix des variétés. Mais les Espagnols, par exemple, parce que c'est quand même le gros producteur de fraises, mais aussi du côté des Pays-Bas et de la Belgique, hein, puisqu'on fait aussi de la fraise là-bas sous serre, ils ont accès aux mêmes variétés s'ils veulent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des brevets qui sont réservés aux Français. Non, il n'y a pas de brevet, effectivement, vous avez entièrement raison. La difficulté, et je l'ai souligné juste à l'instant, c'est qu'effectivement, c'est un fruit qui est très fragile. Oui. Donc, qui supporte assez mal le transport. Voilà. Et donc, effectivement, nous, on peut considérer, nous, producteurs, étant donné qu'on est sur l'ensemble du territoire, qu'on travaille quasiment en circuit court, on a des délais de transport qui sont de l'ordre de 24 heures. Lorsque vous ramenez une fraise du sud de l'Espagne, il faut savoir que vous avez à minima 3 jours de camion. Oui. Et effectivement, vous avez l'obligation d'avoir un fruit qui est solide, ferme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va privilégier les caractères, on va dire, de solidité, de fermeté, de tenue et même à la couleur, plutôt que l'arôme et le goût. Et du coup, c'est ce qu'on appelle du navet, quoi. Hein, parce que, non, mais il faut le dire, hein, quand on a des mauvaises fraises espagnoles, et surtout en début de saison, elles sont blanches au-dessus, pas mûres, et en plus, c'est du navet, il n'y a pas d'arôme. Ouais, moi, je préfère mettre en avant les atouts de notre production. Oui, que de descendre la concurrence. Mais moi, je peux me permettre de le dire, hein, parce que ça fait une grosse différence. Cela dit, soyons, alors pour le coup, tout à fait honnêtes, si on mange des fraises de Huelva
à Huelva, enfin dans la région, elles peuvent être très bonnes parce qu'elles sont cueillies à maturité, alors que évidemment quand on compte le transport, on les cueille avant maturité et ça pose un problème. C'est ça, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Les variétés qu'ils cultivent, potentiellement, peuvent être bonnes. Ouais. Sauf que, vu les contraintes de logistique qu'ils ont, effectivement, ils ont l'obligation de les ramasser un peu avant la maturité, quoi. Voilà, un petit peu avant maturité, bien entendu. Un dernier mot, enfin, je vous garde parce que la pub arrive. On va parler dans le quart d'heure qui suit de ce que c'est que HVE, qui est un acronyme de haute valeur environnementale que vous avez adopté avec les Fraises de France. Vous allez voir, ça a son importance. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, ce matin, on est dans la fraise. Ça sent bon. Ça commence à sentir bon parce que m'a rejoint en studio Marie Stoclet-Bardon. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes la créatrice d'une ligne de magasins, on peut dire, de boutique qui s'appelle La Meringuet. Et vous faites des pavlova. Hein, on va en reparler évidemment dans l'émission parce que en ce moment, qui dit meringue, qui dit crème, dit fraise avec, c'est ça? Absolument, c'est le fruit star de la pavlova. Ouais, et puis c'est le fruit qui est demandé, évidemment. Hein. Et on aura d'ailleurs au cours de l'émission tout à l'heure Geoffrey Cagne qui nous appellera pour nous donner un petit peu des trucs à la maison, pour faire sa pâtisserie soi-même. Mais vous, je sais que vous avez aussi pas mal de trucs. Et puis on sera rejoint par Alexia Fouché-Charrer qui est la patronne de Verger Saint-Eustache qui nous parlera de petits fruits aussi, et évidemment de fraises, hein, parce que c'est le sujet du jour. Toujours au téléphone avec nous, Xavier Mas, le président de Fraises de France. Xavier, il y a deux acronymes qui sont accrochés au cahier des charges, hein, puisqu'il faut parler ainsi des Fraises de France, PBI et HVE. Vous pouvez nous décrire ce que ça veut dire, PBI et HVE? Oui, ce sont des acronymes qui parlent effectivement pas à grand monde, mais qui globalement sont quand même très importants pour nous. Oui. Alors, tout d'abord, la PBI, effectivement, c'est la protection biologique intégrée. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, ce sont des techniques qui nous permettent, si vous voulez, pour essayer de ne pas rentrer trop dans des paramètres techniques, d'utiliser... moins de pesticides, on va dire, globalement. Moins de sanitaires, tout à fait, en utilisant ce qu'on appelle, nous, des parasitoïdes, c'est-à-dire des prédateurs de parasites. Ah ben les coccinelles, quoi. Alors, les coccinelles, c'est les plus connus. Par exemple. Ouais. Alors, il faut savoir que ce sont les larves de coccinelles. La larve de coccinelle se nourrit de pucerons, notamment. Hein. C'est ça. Et donc, pour tout un tas de prédateurs, comme ça, on a la possibilité, alors c'est plus long, plus coûteux, plus technique. Bien sûr. Mais pour vous donner un ordre d'idée, on est dans un rapport de 1 à 5 en termes de coût lorsqu'on passe en PBI par rapport à une lutte conventionnelle. D'accord. Il faut savoir que c'est très aléatoire parce qu'on travaille sur du vivant, donc on peut avoir des échecs par moment. Donc on a quand même besoin par moment d'avoir recours à des produits phytosanitaires. Bien sûr. Parce que. Mais est-ce que chez Fraises de France, parmi tous vos producteurs, il y en a qui travaillent en bio ou c'est hors de votre je ne veux pas dire juridiction, mais enfin hors de votre champ d'activité? Non, on a quelques producteurs bio, très peu, très honnêtement très peu, parce que techniquement, c'est très compliqué, quoi. Ouais, la fraise bio, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de... si on aime autant la fraise, il faut se dire qu'il y a beaucoup de prédateurs aussi chez les insectes qui l'aiment. Hein, c'est ça. Ils sont aussi très amateurs de... je comprends, hein. S'ils ont goûté une fois, bien entendu. Et alors, HVE, cette haute valeur environnementale, là aussi, vous y êtes très attaché chez les Fraises de France. Oui, parce qu'en définitive, c'est un label qui qualifie en définitive chaque exploitation de sa globalité. Ouais. C'est-à-dire qu'elle arrive, alors toujours en essayant d'être assez clair, on arrive à qualifier en fait une exploitation dans son environnement. On lui attribue effectivement des points par rapport à la biodiversité de l'exploitation, en fonction du nombre linéaire de mètres de haies par exemple, etc. On mesure aussi les intrants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on achète comme engrais, etc. Par rapport au chiffre d'affaires, on fait des ratios qui nous permettent de dire si effectivement on a un bilan global au niveau de l'exploitation
qui est plutôt positif pour la biodiversité. Et à ce moment-là, on qualifie l'exploitation en tant que AGE. Si je comprends bien, ça veut dire qu'en fait, vous justifiez le surcoût, le prix plus élevé par rapport à... On parlait en première partie des fraises espagnoles, qui sont évidemment sur des productions très intensives, sur des grandes surfaces. Alors, en France, il y a le coût de la main-d'œuvre, qui est incompressible toujours, mais aussi cette lutte à haute valeur environnementale, le PBI, tout ça a un coût supplémentaire qui se retrouve énormément dans le produit final. C'est un coût supplémentaire, si vous voulez, qu'on avait du mal à justifier, à mettre en avant et à communiquer. Et c'est vrai qu'avec cette certification AGE, globalement, on sait que effectivement l'exploitation, et ce qui est intéressant dans ce label-là, c'est que c'est l'exploitation dans sa globalité. C'est-à-dire culture par culture, parce qu'on a des exploitations qui sont quand même très diversifiées, on n'est pas hyper spécialisé quand même, pour la plupart d'entre nous. C'est l'exploitation dans son environnement qui est labellisée. Bon, et est-ce que, quand même pour nous donner une idée, est-ce que le label, enfin votre marque, Fraises de France, est-ce que ça se retrouve sur la barquette que chacun achète, ou est-ce que c'est juste un argument commercial pour les grossistes ? Non, il y a un petit logo qui est apposé sur cette barquette de fraises. Alors aujourd'hui, à peu près 50% des volumes que l'on commercialise au niveau de l'AOP Fraises de France qui sont AGE, labellisés AGE. Notre objectif, c'est de bien évidemment de monter le plus haut possible, de manière à ce que effectivement ce soit un label qui soit reconnu par le qui soit visible bien déjà, sûr, et qui soit reconnu ensuite par le consommateur. Et qui disent qualité, hein. Bien sûr. Voilà, que ça sonne, parce que je suppose que dans votre cahier des charges, là encore, par exemple, il y a un taux de sucre minimum au moment de la vente. Alors, il y a un taux de sucre pour les... pour certaines variétés, en tout cas. Pas pour le HVE, il faut être très clair. D'accord. Parce que là, si vous voulez, le HVE qualifie l'ensemble de l'exploitation. Mais par contre, pour des labels comme le label rouge ou le IGP, qui ont tendance à se développer aussi, puisqu'on a plusieurs labels rouges et 2 IGP, oui, effectivement, il y a des taux de sucre minimum à respecter. Bon, Marie Stoclet-Bardon, vous qui faites alors je le disais, des pavlovas. C'est quoi d'ailleurs une pavlova pour ceux qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas? Alors c'est un dessert d'origine australienne ou néo-zélandaise. Ah oui, ça vient de si loin. Inventé par un pâtissier qui devait avoir le béguin pour une ballerine russe, Anna Pavlova, qui avait fait une tournée triomphale dans les années 1920. Bon, alors... Donc associant meringue craquante et moelleuse, crème chantilly et fruits rouges là-bas. Mais alors, ça veut dire, en clair, c'est un peu une version de l'hémisphère sud du vacherin. Parce qu'il y a ce côté meringue, crème, voilà. Absolument, avec effectivement la légèreté des fruits frais en plus du vacherin. Et du coup, c'est super important pour vous la qualité de la fraise, parce qu'elle n'est pas cuite, elle n'est pas masquée, elle est telle qu'elle est révélée par le goût de la meringue en fait. Absolument, et en fait sur toutes nos pavlovas, nos fruits doivent être excellents, parce qu'effectivement c'est ça qui va donner l'aromatique. Exactement. Et donc, nous, effectivement, on attend que les fraises soient d'abord françaises, mûres et bonnes, avant de proposer nos pavlovas avec des fraises. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Et justement, on a été rejoints en studio. Bonjour Alexia. Bonjour Vincent. Alexia Fouché-Charrère, la dernière génération, enfin en tout cas en activité d'une dynastie de fruits et légumes de primeurs de qualité, la fille de Michel Charrère qui est bien connue sur les marchés de gros pour les fruits et légumes. Et vous représentez les vergers Saint-Eustache, qui est d'ailleurs une des dernières acquisitions du groupe Charrère. Enfin, ça fait quelques années maintenant. Dites-moi Alexia, on était avec Xavier Masse au téléphone, président de Fraises de France. Vous avez, une expertise sur les variétés. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. En fait, elles vont suivre la saison. On disait à l'instant qu'on démarrait avec les gariguettes. Et puis après, de mois en mois, ça va progresser. Alors, en effet, moi, je dis toujours qu'il y a une saison dans la saison pour les fraises. La gariguette, pour moi, est vraiment la fraise de printemps par excellence. C'est vraiment une fraise de début de saison. C'est l'ouverture de la chasse. Exactement. Et alors, on peut entendre que la fraise est un fruit d'été. Pas du tout. La fraise est vraiment un fruit de printemps et c'est vraiment ce qui déclenche les hostilités festives, on va dire. Et la gariguette, pour moi, est vraiment une fraise de début de saison.
On remarquera que dès qu'il fait un peu trop chaud, la fraise, elle perd cette douceur en fait qui va avec son acidité et qu'elle devient vraiment fade et vraiment un goût de flotte, quoi, clairement. Vous aimez la fraise de printemps, quoi, clairement. Alors, moi, j'aime la gariguette au printemps. Ouais. Après, j'aime faire évoluer les variétés en fonction des moments de l'année. Et ensuite, par exemple, la Charlotte vient de commencer. La Charlotte qu'on a pu goûter ensemble il y a quelques jours est vraiment excellente. Et ça y est. Alors, la Charlotte, elle a un petit peu de fraise des bois dans son arôme. Hein. C'est moins que la Marat des bois, mais on sent quand même cette hybridation, on va dire. Oui, mais il y a un goût qui est plus, on peut dire boisé. Entre jardin et fraise des bois, quoi. Hein. Exactement. Elle est plus prononcée en tout cas en goût, c'est clair. Et puis après, on monte crescendo jusqu'à la Marat des bois. Xavier Mas, avant de vous laisser retourner sur l'exploitation, parce que ça bosse même le dimanche, hein, je peux vous dire, quand on est fraisiculteur. Xavier, vous suivez effectivement tout au cours du printemps puis de l'été. Vous avez des parcelles dédiées à certaines variétés? Tout à fait, oui. Parce que, alors pour nous, ce qui est important, c'est effectivement, alors nous, on a des problématiques qui sont internes à la gestion de nos entreprises, hein, c'est la gestion du personnel aussi. Donc, bien sûr. On ait une charge de travail qui soit répartie sur une longue période. Ouais. Donc l'avantage aussi d'avoir des variétés qui arrivent de manière décalée dans le temps, c'est effectivement de commencer la saison avec une gariguette ou une sifflorette, par exemple. Sifflorette qui arrive un peu plus tard que gariguette. Ensuite, on bascule effectivement sur Charlotte, sur Marat des bois, et on peut arriver à étaler la charge de travail sur l'ensemble sur 5 à 6 mois de l'année. Quoi. Et donc, elles sont semées aussi en décalé, j'imagine? Alors, elles sont plantées. Plantées, pardon. Hein. C'est des petits plants. Vous occupez pas de semer, quoi. Enfin, en tout cas, de planter les graines. Non. Non. Alors. Vous achetez des plants, des petits plants. On achète des plants chez des pépiniéristes. Hein, D'accord. Pépiniéristes obtenteurs, souvent, qui travaillent aussi sur les sélections variétales. C'est ça. Chez les pépiniéristes, on passe... Mais là, par exemple, pour la récolte de l'année prochaine, on commande nos plants à cette époque-ci, jusqu'au mois de juin. On a 1 mois, 2 mois pour passer nos commandes. Comme ça, les pépiniéristes mettent en culture à partir de début juillet et nous livrent les plants à partir du mois de décembre, enfin de novembre, décembre, jusqu'en janvier, février, mars. Quoi. Bon, je vais vous laisser retourner dans vos parcelles de fraises. Ça doit sentir bon au printemps chez vous, hein, quand on sort de la maison. Ça doit embaumer tout l'air autour de la maison, non? C'est ça, c'est assez agréable. C'est génial. Comme chez les vergers Saint-Eustache, puisque Alexia, je peux vous dire aussi, hein, dans l'entrepôt, pas trop froid, j'imagine. Hein, il faut conserver sans briser la fraise. Merci Xavier Mas. On passe la main aux grossistes, hein, aux distributeurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Plaisir. Et bonne fraise. Alexia, restez avec nous. Marie Stoclet-Bardon également. On va continuer à parler fraises. Et puis là, vous nous avez apporté des barquettes. On va parler un peu des arômes, des goûts, parce qu'il y en a pour tous les goûts, justement. Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Les amis, retour sur le marché à 10h30. Il est temps, quoi. Il est temps. Si vous n'avez pas fait le marché encore, restez avec nous au moins jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez apprendre des tas de trucs sur les fraises. Oui, puisque la fraise, c'est le sujet de ce matin. Et nous sommes en studio avec Alexia Fouché-Charrère, des vergers Saint-Eustache, et Marie Stoclet-Bardon, la Meringuet. Tout ça avec un point commun: l'amour de la fraise. Et on va continuer jusqu'à la fin de l'émission à aimer cette fraise, à aimer ces fraises, hein, parce que on le disait, Alexia, vous suivez en fait la saison dans la saison, hein, puisque les fraises, elles vont évoluer en fait avec le climat, en quelque sorte. Tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on commence la saison par la gariguette, et puis ensuite viennent la sifflorette, la charlotte, la Marat des bois. Alors c'est les plus la cléry aussi un petit peu. La cléry, alors ouais, c'est une fraise ronde qui est pas mauvaise. Ouais, mais qui est un peu la fraise. Aussi, mais c'est peut-être des fraises qui sont un peu plus plates à mon sens en termes de goût. Ouais. Et puis après on va jusqu'à la fraise des bois. Faut pas l'oublier, la petite fraise des bois. La fraise 4 saisons, comme on disait. Oui, c'est ça, la petite fraise des bois, qui est pas des bois d'ailleurs, hein, qui est cultivée. Hein. C'est ça, c'est la culture maintenant. Alors qu'avant, on la trouvait effectivement dans les bords de chemin, comme ça. Enfin, on la trouve encore parfois. Alors, Alexia, ce qui est intéressant, vous dites, on sent que vous avez un amour, une connaissance de ces variétés. Est-ce que vous travaillez exclusivement de la fraise française ?
Alors, bien entendu, arriver à cette période de l'année, ça me paraîtrait complètement incongru d'aller chercher ailleurs, d'aller proposer autre chose. Surtout qu'en fait, c'est surtout qu'ailleurs, on ne trouve pas vraiment la même qualité qu'on peut trouver dans nos terroirs français. Donc, je vois pas là, trouve vraiment. Mais vous êtes obligé de faire de la contre-saison, par exemple, à l'automne, en hiver? Malheureusement, je suis un peu obligé d'en faire. Alors, bien sûr, je privilégie la provenance belge parce que je trouve que c'est le moins pire dans le pire. C'est le moins pire du Nord. Quoi. Je vous avoue qu'on a pris une décision et que j'ai pris une décision il y a quelques années, c'est de ne plus faire de fraises d'Espagne. Voilà, on connaît la production espagnole, on sait dans quelle forme culturelle c'est fait. Et moi, c'est hors de question que je propose ça à mes clients. Vous savez, j'ai une philosophie qui est que à partir du moment où on sait, on ne peut plus faire semblant de ne plus savoir. Et quand on sait ce qui se passe dans les productions de fraises en Espagne, on ne peut plus proposer ça à nos clients. C'est pas possible. Vous savez que quand moi j'achète des sucrines espagnoles, ma femme m'engueule. Hein. Je peux vous dire. Elle a raison. Si je rentre à la maison, mais pourtant j'adore ça les cogollos. Hein, j'ai connu là-bas. Hein. Je vous apporterai peut-être une prochaine fois des sucrines maintenant qu'on a maraîchères qui sont produites en région parisienne, qui sont excellentes. Ah, génial! Et bien meilleures que les sucrines espagnoles. Oh bah alors, c'est le bonheur, hein, ces petits cœurs de laitue pointu, tout ferme et croquant. Alors, vous êtes, je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes vraiment d'une famille de primeurs. Hein. Je veux dire, votre père a développé, et puis votre grand-père aussi, hein, Maurice, et puis, en tout cas, la famille Charrère, depuis combien de temps? Alors, depuis 1947. Maurice, c'est mon arrière-grand-père. Ah, votre arrière, pardon. Alors, voilà. Oui, j'ai raté une génération. Voilà, qui lui a commencé avec les pommes de terre, puisque c'est notre cœur de métier. C'est ça, hein. À l'époque, c'était Monsieur Patate, quoi, hein, on le surnommait. Hein. Le roi de la pomme de terre, c'était Monsieur Charrère, exactement. Et en fait, ça a évolué avec l'évolution de la consommation, et c'est vraiment mon père qui, je pense, a révolutionné un peu notre entreprise familiale au début des années 90, en proposant également des carottes, de la salade, des fruits, et tout ce qu'il ne faisait pas. Mais vous êtes fruits quand même, hein. Vous êtes vraiment fruits. Hein. Moi, je suis fruits et légumes, hein, j'avoue. Mais je suis fruits et légumes vraiment, vraiment français. Je suis très, je suis très engagée dans la production bio raisonnée, dans la diversité, la biodiversité. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et puis, on vous connaît un peu comme le fruit premium, quoi. Hein. Je veux dire, vraiment aller chercher la qualité optimale. On essaye, et c'est ce qui est passionnant, c'est d'aller rencontrer tous ces hommes et ces femmes qui font ce qu'on mange aujourd'hui partout en France. Chaque histoire est singulière et vraiment passionnante, et c'est ce qui rend aussi moi mon travail génial. Et on le voit d'ailleurs sur ces fraises que j'ai pu vous apporter aujourd'hui, la diversité, et c'est la même dans toutes ces histoires. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant vous? Alors, je vous ai apporté la traditionnelle gariguette. Voilà, on est encore, à mon sens, en pleine saison. Il ne fait pas très chaud encore en France. Donc acidulé. Fraises acidulées, légères, goûteuses, couleur un peu tendre, un peu claire, vermillon clair. Voilà, on n'est pas, voyez, dans l'oranger de la sifflorette, mais on n'est pas non plus dans le rouge de la Mara des Bois. Le rouge non. Voilà, c'est ça qui est magique. Et vous voyez, même en termes de forme, on voit vraiment que les fruits sont différents. La sifflorette, c'est une fraise que j'apprécie particulièrement aussi parce que justement, on a l'impression qu'elle n'est pas bien mûre, mais si, c'est sa couleur originelle, elle est limite orangée. Et voilà, c'est ce qui fait aussi son charme. J'ai apporté de la charlotte de Sologne. On est déjà sur la charlotte. Ça commence là. Alors, on a commencé il y a une dizaine de jours. On a un tout petit creux de production parce qu'il fait quand même assez frais encore le matin. Et donc, pour tous les producteurs de fraises, c'est un peu compliqué. Mais on devrait en retrouver dès la semaine prochaine. Alors, Marie Stoclet-Bardon, la Meringuet, vous en passez de la fraise en ce moment. Hein. Alors, on a 5 recettes différentes de pavlova dans nos boutiques tous les jours. Et en ce moment, 3 recettes, et ce sera probablement à la fin juillet. Ensuite, on fait une petite pause. En septembre, on vient avec 2 recettes, avec les dernières fraises. Les remontantes aussi. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire une fraise remontante ? C'est une variété qui va donner une deuxième pousse dans la saison. Et aujourd'hui, quasiment toutes le font. Voilà, dans les fraises, on en a quand même beaucoup qui sont en variété remontante. Et donc, ils vont donner une deuxième pousse après le gros de la saison. Une deuxième production, quoi. Donc c'est important économiquement. Octobre, ça peut même aller jusqu'à mi-octobre en fonction de l'été indien. Et vous, Marie Stoclet-Bardon, vous aussi, vous prenez de la fraise française ? Alors, on prend exclusivement de la fraise française. Comme je le disais tout à l'heure, on démarre quand elles sont françaises et bonnes. Généralement, on démarre avec de la gariguette ou de la charlotte.
Et puis alors effectivement, en ce moment, on aimerait être en direct. Donc mon mari, qui est originaire de Sologne, un de ses amis du collège a une plantation de fraises. Et donc notre problème d'aujourd'hui, c'est d'arriver à faire arriver ces fraises jusque dans nos magasins. Ah oui, parce que comme le disait Xavier Mas, le président de Fraises de France, c'est fragile quand même. Hein, la fraise, le transport est préjudiciable, on est d'accord. C'est un métier. Et oui, c'est ça. C'est un métier. C'est ça, ça se fait pas comme des colis postaux, quoi. Je suis aussi solognote, donc je partage l'amour de la fraise de Sologne avec votre mari. Maintenant, c'est un métier et c'est un peu le nôtre particulièrement, c'est être capable de faire venir de partout en France des produits et de les redistribuer intacts à nos clients, donc n'hésitez pas. Et puis la Sologne, ça reste un grand terroir de la fraise, et notamment pour les obtentions. Moi, je pense évidemment à la famille Marionnet, hein, qui a marqué de son nom, par exemple, la création de la Mara des Bois, hein, qui est une fraise Marionnet, et qui tombe dans le domaine public, là, je crois d'ailleurs, hein, parce que c'est au bout de 25 ans, normalement. Hein. Oui, c'est là. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais enfin, c'est pour ainsi dire fait. Je crois que... j'aperçois un petit clignotant, un petit rouge clignotant qui me signale que j'ai un coup de fil, et je crois que c'est un grand pâtissier qui est avec nous, c'est Geoffrey Cagne. Bonjour Geoffrey. Salut Vincent, comment ça va? Oh bah ça va, nous on est déjà dans les parfums de fraises. Hein. Puis, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde d'ailleurs. Et puis le rouge c'est important chez nous parce que c'est les couleurs de Sud Radio aussi, donc on est couleur fraise, voilà, ça sent bon et c'est beau. Alors c'est une très jolie couleur Vincent, c'est une très jolie couleur. Alors Geoffrey, je dois annoncer à ceux qui ne le savent pas, ça va peut-être pleurer dans les chaumières, que vous avez quitté il y a quelques semaines la direction de la maison Storer en matière de pâtisserie. Hein, alors pâtissier très traditionnel au-dessus des Halles à Paris, un des grands créateurs, parce que Storer c'était le pâtissier à l'époque du duc Stanislas Leżinski, qui était aussi roi de Pologne, et donc beaucoup de créations, beaucoup de classicisme revu, et notamment par vous, hein, pendant des années. Oui, c'est ça. Et j'ai passé de très belles années là-bas, à peu près 7 ans. C'est ce que je les compte en plusieurs parties, mais j'ai passé de très belles années. Ça m'a permis de découvrir vraiment l'univers de la pâtisserie avec tous ces classicismes à la française. Et aujourd'hui, j'avais envie d'écrire ma propre histoire et non celle de Nicolas Storer. Eh ben, voilà. Je comprends. Je comprends, et dans 3 siècles, on parlera de Cagne comme on parle de Storer aujourd'hui. Hein, vous verrez. C'est tout le mal que je me souhaite. Nous aussi. Je vous ai appelé, Geoffrey, parce que ici, on est entre amoureux de la fraise, et je crois pouvoir dire que vous aussi, vous êtes un amoureux de la fraise, je dirais, dans son plus simple appareil, parce que c'est un fruit merveilleux. C'est un fruit merveilleux, mais on attend tous la fraise avec impatience, parce que c'est vrai que la fraise en elle-même, elle est déjà bonne. Ça veut dire nous, on va essayer de la sublimer comme on peut, mais déjà une fraise avec une simple crème, une bonne chantilly et un peu de sucre, voilà. Et voilà. Vanille, ça suffit en fait. Et voilà. Voilà. Sublime, donc en plus on a tellement de variétés. Moi je suis fan de certaines variétés, notamment la Naïs, la Charlotte, la Mara des Bois et même la fraise des Bois. Bon, après il y en a d'autres variétés, hein. On est sur la Gariguette, voilà, il y a beaucoup de variétés de fraises différentes, mais c'est vrai que moi j'ai mes petites chouchoutes, et je sais que ces fraises-là, on peut les sublimer avec une jolie tarte, par exemple. Ah bah évidemment qu'on peut les sublimer avec une jolie tarte. D'ailleurs, vous en êtes pas privé, hein, pendant des années. Je pense que les gens attendaient la tarte aux fraises chez vous, le fraisier comme tout le monde. Alors j'ouvre, ça fait un bruit d'enfer. J'ouvre justement une barquette que vient de me tendre Alexia Fouché-Charrer, qui est une barquette d'Anaïs, qui est une fraise que je ne connais pas. Alors, la goutte. Alors, goûtez-la, et franchement, elle est magnifique. Normalement, l'Anaïs, c'est une de mes préférées. Quelle merveille! C'est tellement sucré. Ça dégage un parfum très fort. Très fort. Oui, c'est très très parfumé. Alors justement, vous disiez, tout le boulot du pâtissier, c'est de sublimer la fraise sans la masquer, en quelque sorte. Sans la masquer, en fait, je pense que la fraise, déjà, on va juste enlever les préjugés de certains qui nous disent vous lavez pas vos fraises. En fait, le problème, c'est que si nous on commence à laver nos fraises, on peut juste les essuyer avec un petit torchon, mais si on commence à les passer toutes sous l'eau, le problème, c'est qu'elles tiennent pas en boutique. Ah bah
oui. Que la fraise, elles vont souffrir, surtout en boutique. Elles vont souffrir, surtout des variétés comme l'anaïs, même la Marat des Bois, ou même, alors vous avez d'autres fraises, hein, des grosses fraises, des fraises, des bons navets. Là, vous pouvez les passer sous l'eau. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Elles tiennent pendant 2 semaines, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur des variétés qui sont très charnues, avec quand même, qui sont très fragiles, hein, c'est comme des bijoux, on peut pas, on les écueille juste, et c'est vrai qu'après on les positionne sur notre tarte avec cette. Alors on peut utiliser, par exemple, moi j'ai 2-3 recettes en tête avec la fraise. On va prendre, on peut partir. On va y revenir tout de suite, Geoffrey, parce qu'on va se quitter. On va se quitter 1 minute ou 2 pendant la pub. Juste un mot, Alexia. Il a soulevé un problème là, l'histoire du lavage. Rassurez-nous, toutes les fraises quand elles arrivent de chez les producteurs et notamment les Français, elles sont lavées déjà, elles sont rincées. Alors, j'avoue que je suis pas certaine de la réponse. Ah ouais, c'est ça. Moi, je les passe légèrement sous l'eau dans leur barquette au moment où je les consomme. Elles sont chez vous. Et donc, en fait, je retourne la barquette dans ma main pour évacuer l'eau qui est restante au fond de la barquette. Et c'est histoire juste de les rincer. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est pas comme des trucs industriels qui seraient lavés sous douche. Non, parfois, ça vient juste du jardin. Écoutez, hein, moi, je suis pas un forcené du lavage des fruits quand on a de bonnes origines et quand on sait que c'est pas enduit de pesticides juste au moment de partir ou simplement des cires protectrices sur certains fruits, mais c'est un autre sujet. Allez, on se quitte 2 minutes, on se retrouve pour déguster encore la fraise. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ne cherchez pas sur le marché les amoureuses et les amoureux de la fraise. Ils sont ici ce matin. Un marché pure fraise, ici sur Sud Radio. On a au téléphone avec nous Geoffrey Cagne, grand pâtissier parisien. Alors, entre la maison Storer qui vient de quitter et l'ouverture de ses propres boutiques, hein, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite, ça va pas tarder, on l'invitera à ce moment-là. Avec nous, Marie-Stocley Bardon, la meringuet, qui propose des pavlova, on l'a compris, meringue, crème et fruits frais. Et en ce moment, les fruits frais, comme par hasard, c'est des fraises. Ben, ça tombe bien. Et Alexia Fouché-Charrère, les vergers Saint-Eustache, qui est, elle, à titre personnel, une dingue de fraises. On est d'accord, en dehors de tous les autres fruits que vous vendez. Ah bah oui, loin devant, top 1, ah oui, c'est les souvenirs d'enfance, ouais. la totale, quoi. Mais justement, revenons-y. Pourquoi est-ce que la fraise a un tel succès ? C'est parce que c'est vraiment un goût d'enfance. Hein, c'est vraiment un goût qui fait appel aux premières réminiscences gustatives. C'est tellement... D'abord, il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de noyaux, ça se mange tout comme ça. C'est vraiment le fruit idéal pour les gamins. Ah oui, c'est clair. Et alors moi, je rajouterais à ça que pour ceux qui sont vraiment attentifs aux saisons, les premières fraises annoncent le printemps et donc la fin de l'hiver, du froid, des gelées, des gros manteaux, etc. Et même en tant qu'enfant et adulte, j'ai envie de le dire, c'est hyper réjouissant de déguster les premières fraises. Et puis alors, Geoffrey Cagne, puisqu'on parlait de tout ce qu'on peut mettre avec, on va donner encore 2-3 pistes. Il faut noter que même si on y rajoute la chantilly, qui est une crème fouettée sucrée vanillée, ou d'autres crèmes, vous allez nous en donner 2 ou 3 comme ça à les citer, c'est un fruit extrêmement diététique, très peu calorique, hein, en définitive. C'est très peu calorique, mais moi je vais rajouter beaucoup de calories. Bah oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, autant partir de bas, quoi. Hein, quand on les mange comme ça, c'est très peu calorique. Et alors, moi j'adore en fait, parce que le vrai goût de l'enfance, c'est vanille-fraise. C'est un peu la glace qu'on prend quand on est gamin, au restaurant, une boule de fraise, une boule de vanille. Et alors, ça, c'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de pâtisseries, hein, quel que soit le fond de tarte ou la meringue comme à la meringuet. Eh ben, on va y mettre des crèmes vanillées, non ? Oui. Alors, je pense qu'à la meringuet, il y a pas mal de crème vanillée. Moi, bien sûr, on y met beaucoup de vanille parce que on va dire que ça va adoucir cette fraise qui, de temps en temps, est sucrée et légèrement acide. Ouais. Et c'est une saveur que tout le monde reconnaît, en fait. Je pense que quand on part sur un dessert, on part sur les souvenirs d'enfance, comme on parlait de la fraise. C'est vrai que c'est un souvenir d'enfance parce que tout le monde a croqué dans une fraise très 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 tôt dans sa jeunesse, et c'est vrai que pour sublimer la fraise, il n'y a rien de mieux que la vanille. Alors, et puis c'est une copine, il faut bien le dire, hein, de la crème. Hein, dans les desserts, la fraise et la crème, c'est un mariage d'amour qui tient depuis longtemps, quoi. C'est vrai,
c'est vrai, mais de toute façon, la crème et le beurre, c'est la vie. Donc, Ah ouais, non mais là, plus particulièrement pour les fraises, Marie Stoclet-Bardon, vous, ces fraises, vous les mariez avec une crème vanille? Vous m'avez montré là que vous avez une pavlova devant vous. Alors effectivement, je suis venue avec deux, dont une de nos recettes stars, qui est une crème fouettée à la vanille, donc infusée à la vanille, pas sucrée. Avec, pas sucré, ah oui. Pas sucré parce que finalement, le sucre de la meringue, ça suffit largement. Oui, parce qu'il faut rappeler que la meringue, globalement, c'est du blanc d'œuf et du sucre. Globalement, c'est du blanc d'œuf et du sucre. Hein, alors chez nous, on a essayé de la désucrer un petit peu, mais malgré tout, c'est de la chimie. Ça ne serait pas de la meringue sinon. D'accord. Et donc, nos crèmes fouettées sont pas sucrées. Donc celle-ci, elle est une crème fouettée à la vanille avec donc des fraises de saison et les premières rhubarbes. Qu'effectivement, on va... Alors là, vous apportez de l'acidité, quoi, de la fraîcheur, hein, pour dire... La douceur de la crème à la vanille, avec le côté aromatique et charnu des fraises, et puis effectivement le côté acidulé de la rhubarbe, c'est un mariage, moi c'est ma recette préférée. Est-ce que vous évoluez au cours de la saison? J'imagine, votre chef pâtissier, il doit choisir ses fraises à maturité. Donc, vous avez démarré avec la gariguette, là, par exemple? Alors, en fait, les premières qu'on a prises, effectivement, c'était plutôt des charlottes. Ensuite, effectivement, en ce moment, on a de la gariguette. Ouais. Après ça, la Marat des Bois va arriver. Et effectivement, toutes les semaines, on goûte. Et puis, effectivement, notre partenaire... ça vous gêne pas trop de goûter, ça va? C'est un engagement personnel très fort. Ouais, je me doute bien. Geoffrey Cagne, quand on parle de tarte ou de pâtisserie maison, le fraisier c'est un peu compliqué. En revanche, la tarte aux fraises, d'abord, quelle pâte on choisit pour une tarte aux fraises? Alors, il n'y a pas de, Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle dans la tarte aux fraises. Moi, je partirais déjà sur une première tarte assez simple, par exemple, à réaliser à la maison, un sablé breton. Il n'y a rien de plus basique parce qu'on n'a pas de fonçage. Ouais. C'est-à-dire que c'est juste une pâte très aérée, très friable, très beurrée. Et avec une petite compotée de fraises, juste pectinée comme il faut, donc on est avec un génie de la pomme, et poser quelques fraises dessus, on a quelque chose de juste sublime. Ça suffit là. Déjà on est bien. Je peux vous dire un truc, je peux vous révéler un truc, personne nous écoute, Geoffrey. Moi qui suis un gros flemmard, parfois j'achète des palais bretons, de bonne facture, et je pose mes fraises dessus, pour pas m'embêter à faire le palais ou la pâte. Écoutez, vous avez bien raison. Non, mais c'est bien pour customiser. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi à la meringuée. On peut acheter le kit, on achète la meringue et on vient y mettre ses fraises, par exemple. Exactement. Et en fait, on a lancé, suite à notre idée, notre dessert préféré, c'est la pavlova. Donc, on a voulu lancer une meringue qui était accessible à tous, vendue en grande surface, qui est une meringue ultra moelleuse, où vous pouvez faire votre pavlova en 5 minutes chez vous. Et Geoffrey, encore un mot, parce que le temps file. Pour ce qui est de la crème, parce qu'on parle évidemment de la chantilly, cette crème fouettée vanillée sucrée, mais on peut faire, je sais pas moi, des She-Boost, des crèmes diplomates, toutes sortes de crèmes. On peut tout faire. Une crème diplomate, ça ira très bien. Une crème diplomate, ça ira très bien. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est en 2 mots, une crème diplomate? C'est une crème pâtissière avec juste un peu de crème montée. Un peu allégée, quoi. Très léger. Pas allégée. Voilà. Ultra léger, on aime bien que ça tienne encore quand même. C'est ça. Et qui se mariera formidablement avec la fraise. Alexia, si je vais au marché ce matin, là, le cœur de la saison pour la fraise française, c'est quoi? Quelle variété je peux trouver? Là, la gariguette, vous ne vous tromperez pas. C'est clairement gariguette française. Celles-ci viennent du Lot-et-Garonne. C'est vrai que ce sont des régions assez productrices. Lot-et-Garonne, dont Xavier Masse, qui est le président des Fraises de France, nous appelait tout à l'heure, et est producteur. Voilà. Donc là, vous ne vous tromperez pas. Voilà, parce que je sais que ça va vous donner sacrément envie ce matin-là. Si vous partez au marché juste après l'émission, allez, jetez-vous dans la gariguette française. Puis regardez bien quand même. Est-ce que nous avons notre invité au téléphone? Non, monsieur Max? Non, parce que je voulais passer un coup de fil à un ami, mais peut-être que c'était un petit peu trop tôt. Geoffrey Cagne, juste avant, puisqu'il nous reste quelques minutes, j'ai dit on se lance pas dans le fraisier.
Mais si on veut sortir un petit peu de la tarte aux fraises et qu'on est, voilà, par exemple, avec de la pâte à choux, on peut faire des choses, on peut faire un peu comme des Saint-Honoré aux fraises, oui, des choses comme ça. Bien sûr, vous pouvez faire des Saint-Honoré aux fraises, donc une petite base de feuilletage bien caramélisée comme il faut, avec des petits choux garni de crème pâtissière avec un petit peu de caramel dessus, et vous pouvez faire une chantilly légère avec quelques fraises légèrement coupées, revues un petit peu dans le sucre et autres. Ah ouais. Voilà, vous mettez au fond, vous remettez un petit peu de chantilly vanille dessus, quelques fraises déposées, un petit zeste de citron, et hop, vous avez un petit Saint-Honoré. Très bon. Eh ben voilà. Parce qu'on l'a pas dit, mais le citron, c'est un excellent exhausteur de goût pour la fraise. Bien sûr. C'est un mariage d'amour qui fonctionne parfaitement bien. J'ai pas vu ce qu'il y avait d'autre que les fraises sur votre pavlova, Marie Stoclet-Bardon. Alors la première, effectivement, c'était de la rhubarbe. Et là, pour le coup, vous parliez de citron. Donc ma crème fouettée ici est au citron et à la menthe fraîche, avec du kiwi et de la fraise. Oh ben génial. Écoutez, je pense qu'on on va plonger dans la fraise. Merci Geoffrey. Moi, je passe un coup de fil du côté de Chambéry. Ça vous dit? Alors, vous dites, mais qu'est-ce que vient faire Chambéry dans la fraise? Bonjour Jean-Louis Sauvez. Eh bien bonjour, Chambéry dans la fraise, c'est Chambéryzette. Ah ben voilà. Non, parce que moi tout d'un coup je me suis dit, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les boissons aux fraises. Faut dire que le sirop de fraise tout le monde connaît, et Dieu sait que ça rentre dans le diabolo depuis des générations. Mais il y a un vermouth, un apéritif à Chambéry, et il se trouve que la maison d'Olin fait depuis des décennies la Chambéryzette. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la Chambéryzette dans la maison d'Olin qui fête cette année ses 200 ans quand même. Ben voilà. Donc, même année que la mort de Napoléon, création de d'Olin, voilà. Donc, dès que Napoléon est passé à de Patresse, et ils en ont profité. Voilà. Il nous a laissé ça. Alors, non, simplement, Jean-Louis, d'abord, c'est la base de la Chambéryzette, même si c'est aromatisé à la fraise, c'est un vermouth. C'est ça le vrai produit de chez d'Olin. Hein. C'est un vermouth dry qui est aujourd'hui marche beaucoup à l'export, et c'est un vermouth dry dans lequel on a mis une infusion de fraises, un petit peu de sucre pour relever le degré, et ça a été créé par Marie d'Olin en 1902. Oh bah dis donc, oui ça remonte. Voilà. En même temps que les recettes, parce qu'on faisait du sirop depuis 1850, donc depuis 1902. On fait ce qu'on appelle la Chambéryzette. C'est un produit qui marche très bien, notamment à l'export en Russie, en Angleterre, etc. Et qui plaît beaucoup aux dames, qui peut se mettre également en cuisine, qui peut, donc c'est un produit très sympa. En fait, c'est un de ces nouveaux produits de la mixologie, parce que vraiment tous ces barmen, baristas, mixologues, ils cherchent des arômes particuliers, et là c'est un peu exhumé, sorti du passé. Ça faisait partie des grands apéritifs de l'après-guerre, comme le beer, le cinard, tout ce qu'on trouve plus sur les comptoirs aujourd'hui. Et cette Chambéryzette, elle retrouve une deuxième jeunesse. Voilà, et vous verrez dans les films datant d'avant-guerre, plutôt, vous verrez les acteurs qui demandent patron un Chambéry fraise. Donc, un Chambéry fraise. Mais c'était exactement à la mode, quoi. Et maintenant, c'est devenu très sympa. Ça se boit seul, ou sur glace, ou avec du gin, ou avec modération. Avec grande modération, même s'il y a de la fraise. Hein. Et ça se met, par exemple, vous parlez de fraises, une salade de fraises, vous mettez un tout petit peu de sucre et vous mettez une tombée de Chambéryzette dedans. C'est exceptionnel. Il y a Alexia Fouché-Charin, elle me fait oui de l'œil, genre je vais tenter ça. Mais il faut dire que ça fait partie de ces apéritifs régionaux, un peu méconnus, tombés dans l'oubli et relancés grâce à l'export. Merci Jean-Louis Sauvez, nous on se connaît depuis bien longtemps, et je me souviens de cette bouteille de Chambéryzette, c'était il y a au moins 25 ans que vous me l'avez offert. Maintenant il faudrait peut-être renouveler le stock. On va renouveler le stock. Merci Jean-Louis, bonne journée. Merci beaucoup Alexia. Merci Marie Stoclet-Bardon d'être venue me voir. Bon les copains, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est la fin de l'émission. On a fait le plein de fraises, on a fait le plein de pavlova, de tarte, de fraisier, de panna cotta à la fraise, qu'est-ce que j'aime ça aussi, de confiture de coulis, de sorbet, ou simplement la petite chantilly, la petite chantilly qui va bien sur les fraises, ou même juste un petit peu de sucre glace, c'est bien, c'est fin. Quand elle est bonne et mûre, cette fraise française, on ne s'en lasse pas. Surtout pas en début de saison. Je suis certain que vous n'avez qu'une envie, allez en chercher au marché.
Moi aussi, j'avoue. Mais j'ai de la chance, j'ai des barquettes ici. En attendant dimanche prochain, une émission dont la plus grande partie sera consacrée à la semaine de l'agriculture française et à ses acteurs, les agriculteurs. Je vous laisse, après les infos, avec les clés d'une vie. Jacques Pessy qui reçoit ce matin un gastronome et un grand chanteur, Pierre Perret. Et puis à midi, C'est ça la France, l'émission de Nathalie Schrengama qui met toujours en avant les plus belles entreprises françaises. Bon dimanche à tous. Lâchez-vous sur la fraise, hein. Vous avez le droit. La fraise, c'est sans aucune modération.